Alors Christian Clot, je me tourne vers vous. Donc je le disais, vous êtes explorateur, chercheur et écrivain. Vous êtes fondateur du Human Adaptation Institute, qui est un institut pluridisciplinaire de recherche-action, de sensibilisation et d'accompagnement du changement, dont les thématiques principales sont les capacités humaines d'adaptation et les évolutions de comportement, et aussi les adaptations anticipatives. Voilà, vous allez nous expliquer tout ça. En gros, moi, ce que je comprends, c'est que votre approche, c'est une approche scientifique, mais par l'expérience, et que vous mettez des vrais gens dans des vraies situations pour pouvoir mesurer l'impact de situations intenses sur leur corps, sur leur physiologie, sur leurs interactions, etc. Donc vous allez nous expliquer ça et comment vous procédez, et quelles sont peut-être les expériences un peu phares, fortes, qui vous permettent de tirer quelques enseignements. Et puis surtout, après, la question que j'ai envie de vous poser, c'est investir les sous-sols pour s'adapter au changement climatique, pour peut-être identifier des îlots de fraîcheur, pour s'acclimater. C'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? C'est faisable ou c'est pas faisable? Et il y a plein de questions sous-jacentes à celle-là, donc on va creuser ça. Mais d'abord, je vous laisse nous parler de ce que vous faites, nous expliquer ce que vous faites. Merci beaucoup, bonsoir, je suis ravi d'être là. Merci pour toutes les présentations qui ont déjà eu lieu, parce que je pense qu'il est important de à la fois remettre en place les données qu'on peut avoir et les faits qui vont ou non exister demain, et effectivement comment on va pouvoir y réfléchir et faire face. Et c'est aujourd'hui que ça se réfléchit, donc tous les projets qui sont aujourd'hui proposés par les étudiants et par tout ce travail, je crois que c'est fondamental, parce que assurément on n'a pas encore trouvé les bonnes solutions, et c'est parce qu'on a cet imaginaire qui se développe partout qu'on va à un moment donné trouver les itérations nécessaires pour développer notre futur. Je crois que c'est fondamental. Alors moi, c'est vrai que mon travail depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est de questionner l'adaptation humaine. J'insiste là-dessus parce qu'on parle beaucoup d'adaptation, ce mot est devenu dans toutes les bouches aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on me disait c'est la pire des choses qu'on peut faire. Vraiment, je recevais ce message régulièrement, j'avais des mails, on me disait mais si tu veux adapter, ça veut dire que tu refuses d'atténuer. C'est la plus bête chose qu'on imagine, parce qu'il faut se rappeler une chose, c'est que pour atténuer, il faut modifier des choses. Pour modifier des choses, il faut changer des comportements. Pour changer des comportements, il faut adapter. Donc si on veut atténuer, il va falloir que les gens s'adaptent aux nouvelles conditions qu'on leur propose. Et ça, c'est fondamental. Si on n'est pas capable de transformer nos manières de fonctionner, je vous prends un seul exemple, si on veut, par exemple, réduire la consommation de viande, voire arrêter la consommation de viande, il faut qu'une personne accepte de faire un chemin qui va lui passer de « j'aime la viande et on m'a dit que c'était bon pour moi » à « j'arrête d'en manger et j'accepte de changer mon modus operandi, d'apprendre des nouveaux fonctionnements, des nouvelles recettes et autres. » Et ça, c'est une adaptation. Donc pour pouvoir atténuer, il faut adapter non seulement nos systèmes, nos territoires, mais aussi nous, les humains. Et ça, je crois que c'est le point le plus oublié de l'histoire. On en est même à penser que la géo-ingénierie, on va pouvoir envoyer dans l'espace du soufre, on va pouvoir injecter dans les glaciers du sulfure pour générer des systèmes géothermiques de modification, et ainsi ne pas avoir à changer nos comportements pour qu'on puisse continuer de vivre comme aujourd'hui, demain. Tout ça, c'est pas possible. Et effectivement, nous, on se pose cette question, donc on mène un certain nombre d'expériences dans différents territoires. Alors, je vais vous en présenter 3 très rapidement. Alors, on travaille à la fois sur des modèles théoriques et à la fois sur des modèles physiques, puisqu'on s'expose. On a fait plusieurs missions depuis maintenant 10 ans dans des territoires où on va pouvoir aller mesurer des conditions de température du futur qui existent déjà sur la planète, mais qui vont arriver chez nous un jour, pour s'y confronter. Alors, je vais vous en présenter 2 très rapidement. La mission que j'ai fait en solitaire, où là, j'ai vraiment poussé au maximum les conditions possibles. Là, je vous présente une image où je suis à 43 degrés et 100% d'humidité. C'est la chaleur la plus élevée humide qu'on connaît sur la planète. On parle là de 43 degrés TW, alors qu'on considère... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. On parle toujours de température, on parle rarement d'humidité. Sauf que température n'est rien si on ne la corrèle pas à l'humidité. Quel est le taux d'humidité par rapport à la température? Vous savez que ça se détermine en TW, donc ce qu'on appelle le Wet Bulb Temperature, la température au bulbe mouillé. Et la théorie thermodynamique de ce TW est qu'à 35 degrés TW, donc ce qui représente par exemple une température de 40 degrés et 70% d'humidité, ce qu'on aura dans le futur, l'humain a 6 heures de survie. C'est-à-dire que notre système de refroidissement ne fonctionnera plus et va se mettre en défaut au bout de 4, 5, 6 heures. C'est embêtant quand même,
il faut le dire, parce que ça c'est pas très fonctionnel pour le futur. Là, je suis à une température de 43 TW, donc coup de bol, je suis pas mort quand même. Donc ça veut dire qu'on a encore pas mal de réflexions, de travaux à faire pour bien comprendre comment le corps, la physiologie d'un animal, et je prends d'un animal, pas que de l'humain, fonctionne dans ces conditions-là. Moi, je suis assez content que ça ait marché quand même. Bon, alors, autre expédition intéressante, là, je suis en Iran, justement, dans le Dartelout, là, vous avez vu des Bagdir. Dartelout, 58 degrés, 3% d'humidité, ça commence à faire chaud. Alors là, je parle toujours de température à l'ombre. On est bien d'accord qu'une température se donne à l'ombre, à 1,5 ou 2 mètres sol, à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, à l'abri du rayonnement solaire. Donc, quand on parle de 58 degrés et 3% à l'ombre, on est à 80 degrés au sol. À 10 cm. Ça commence à faire chaud. Par exemple, si vous buvez une gorgée d'eau, elle s'évapore avant d'avoir atteint l'estomac. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus refroidir votre système corporel. Bon, ça ne marche pas bien. Alors on trouve des solutions adaptatives, c'est pas grave. Je fais une petite aparté sur les Bagdir, d'ailleurs extrêmement intéressant, parce que l'université de Kaost à Jeddah, donc en Arabie Saoudite, se remet à étudier le principe des Bagdir pour les réinstaller en Arabie Saoudite. Ils ont commencé à le faire dans certains immeubles de Jeddah, et c'est la seule collaboration entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sur un projet scientifique de recréer des Bagdir. Et je trouve ça toujours extraordinaire quand la science permet de recréer des liens entre des pays qui, accessoirement, se battent tout le temps. Donc je trouve ça toujours bien. Donc voilà, ça c'est un détail, c'était en hiver. Oui, mais c'est quand même intéressant, parce qu'on oublie quand même qu'aujourd'hui, sur le 100% des gens qui meurent pour des raisons thermiques, 98% meurent pour des raisons froides et pas chaudes encore. Donc il faut quand même qu'on n'oublie pas que le froid est aussi un petit souci. Mais comme on parle du chaud, je vais pas... Et puis ensuite, on a refait ça. Alors, c'est le même type d'expédition, mais cette fois avec des dizaines de personnes, avec 20 à 30 personnes dans les milieux. Alors, on a été un petit peu moins extrême dans les conditions, parce que le but était quand même de les ramener. On m'a dit que j'avais pas tellement le droit de les laisser sur place. Bon, la science est compliquée quand même des fois. Alors on les a ramenés, donc on a été dans le désert, un désert d'Arabie Saoudite où là on était plutôt sur des températures de 45 degrés, 44, 45 degrés de moyenne journée, avec des humidités de 20-22%. Donc ça c'est exactement le genre de température qu'on aura en France, Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, certainement déjà avant 2050. Donc ça c'est super pour étudier justement le fonctionnement humain. Et puis, on a refait en Amazonie aussi, cette fois avec des températures qui étaient plus proches de 30-35 degrés avec 100% d'humidité. Donc, on était juste en dessous des 35 degrés TW qui sont considérés comme mortels. Donc, tout ça, on y mène des études scientifiques assez poussées. On utilise toutes les machines les plus modernes qu'on a pour à la fois modéliser la température corporelle, mais aussi la température cognitive, le cerveau humain, parce que c'est quand même le truc qui nous fait marcher. Et puis, on travaille ainsi sur différents modèles de comparaison avec des études qu'on fait ensuite en laboratoire avec des IRM. On peut aller beaucoup plus loin dans l'étude, notamment dans des chambres climatiques et autres. Donc ça nous permet d'avoir un comparatif extrêmement précis de ces conditions et de commencer à voir que c'est quand même pas si simple. Je vais pas aller trop loin, mais c'est parce qu'on doit parler des souterrains, je sais. Oui, mais ça fait quoi au cerveau humain, la chaleur quand même? C'est intéressant. Quand même la chaleur, on parle beaucoup des moyennes et c'est vrai que c'est important parce que un corps humain, à partir de 26 degrés, commence à subir des contraintes. Ça, il faut le savoir, c'est quand même pas énorme, 26 degrés. 26%, 60% d'humidité, le corps commence à devoir lutter pour réguler, pour garder sa température en thermodynamique à 36 degrés, 36,5. Dès le moment où à chaque fois que vous augmentez ensuite la température, le corps va lutter de plus en plus, va commencer à se fatiguer. C'est pour ça que plus il fait chaud, plus vous êtes fatigué. C'est-à-dire que plus vous avez envie de dormir. Vous avez un nombre de... Alors excusez-moi, c'est en anglais, mais c'est pas grave, vous parlez tous anglais. Vous avez un certain nombre de choses sur le système vasculaire, sur le système de ce qu'on appelle la HRV, donc l'intervalle entre chaque battement cardiaque. Vous avez les reins qui commencent à plus travailler, vous avez votre système musculaire qui s'atrophie légèrement. Bref, vous allez commencer à avoir plein de choses dans le corps qui vont se questionner quand il va commencer à faire chaud et qui vont non seulement vous fatiguer, qui vont surtravailler. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est un gros travail qu'on est en train de mener, c'est quelle est la limitation de l'espérance de vie selon les températures, parce qu'évidemment, plus il va faire chaud, plus on va devoir faire fonctionner nos systèmes corporels et plus on va réduire notre compétence à l'espérance de vie. Et surtout, on va avoir des fatigues profondes qui vont générer des défaillances sur certains systèmes, les reins,
le cœur, les systèmes pulmonaires et les systèmes de thermorégulation. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il faut bien voir que quand on va commencer à parler de température, de canicule de plusieurs semaines de suite à plus de 40 degrés, ça pose effectivement quelques soucis. Ce n'est pas forcément mortel pour tout le monde, mais évidemment, vous le savez toutes et tous, il n'y a pas de doute là-dessus, les personnes les plus fragiles sont les plus touchées, mais il faut savoir que pendant la canicule de 2003, qui est la première canicule qui a vraiment touché la France et qui a fait prendre, alors qu'on n'était pas du tout préparé, on parle de entre 18 et 27 000 morts supplémentaires. Les chiffres, ce n'est pas tellement un problème. Mais ce qu'on sait, c'est que sur cette quantité-là, 22% n'avaient pas de pathologie initiale, pas de comorbidité initiale. Donc on est quand même les personnes en bonne santé sont en souffrance. Donc vous pouvez imaginer les personnes fragiles. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin. D'ailleurs, j'ai vu dans la proposition de charte du droit à la fraîcheur, la nécessité de prendre soin des personnes les plus fragiles, c'est fondamental. Sauf que comment on le fait? Parce qu'aller dans un souterrain, quand on est par exemple en chaise roulante, c'est un peu plus compliqué, notamment à Paris. Enfin, tous ceux qui ont des poussettes le savent. Hein. On ne va pas dans les souterrains à Paris. Deuxième grand risque, alors attendez, je vais juste m'arrêter, excusez-moi, sur l'impact cognitif. Il faut savoir que votre cerveau se maintient tout le temps à 36,5 degrés. Dès le moment où il change sa température, le cerveau il commence à paniquer. Donc tout le travail du corps, c'est de maintenir le cerveau à 36,5. Malheureusement, quand vous avez des chaleurs trop extrêmes et que le corps n'arrive plus à se rafraîchir correctement, il va commencer à légèrement augmenter la température du cerveau. Vous allez aller jusqu'à 40 degrés cerveau. À 40,5, le cerveau meurt. C'est gênant. Donc ça veut dire que, malheureusement, on peut pas. Moi, j'adorerais faire ça, mais on m'a dit que j'avais pas le droit de mettre des sondes dans le cerveau des gens pour voir réellement la température. Bon, on peut pas le faire, mais ce serait génial quand même, parce que en fait, on sait pas grand-chose sur le cerveau. Ce qu'on sait, c'est que il commence à dégrader certaines fonctions. Parmi les fonctions qu'il dégrade, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir choisir. Il va dire, moi, je ne peux pas travailler assez pour faire fonctionner tout ce que j'ai à faire fonctionner. Donc, je vais décider d'arrêter certaines fonctions. Alors, évidemment, il ne va pas arrêter la respiration, il ne va pas arrêter la circulation sanguine. Donc, qu'est-ce qu'il va arrêter? Les choses qui ne sont pas absolument nécessaires à sa survie. La première chose qu'il va couper, c'est la mémoire à court terme. Donc, vous allez commencer à avoir des oublis de ce que vous avez fait le matin, de ce que vous avez là. Vous aurez beaucoup plus de mal à faire fonctionner la mémoire de travail, donc vous n'arriverez plus à apprendre. On ne peut pas apprendre quand il fait chaud. Il faut le savoir. Mais aussi, vous allez enlever ce qui s'appelle la compétence sociale, c'est-à-dire que la chose toute simple qui fait que quand vous êtes face à un individu et que vous vous arrangez pour dire « Tiens, je suis face à un enfant, un adulte, à mon père ou à un ami, je vais être légèrement dans un fonctionnement différent », ça, vous le coupez et vous devenez tout à fait brut de décoffrage. C'est intéressant. C'est intéressant et ça, on l'a bien observé dans nos expéditions en groupe, par exemple. Là, on est dans Deep Climate, où on est dans des expéditions où on a des 45 degrés durant la journée. Eh ben, ça marche, c'est beaucoup plus brut, quoi. Vous avez une compétence sociale, non mais je vous dis ça en rigolant, mais ce qui est important de savoir, c'est que même vous avez une compétence sociale qui se dégrade et qui va amener des humains à être beaucoup moins aptes à fonctionner en coopération. Et ça, c'est un point fondamental, parce que je pense que vous le savez toutes et tous dans cette salle, la seule chose qui nous permettra de fonctionner dans un monde plus compliqué, c'est la coopération. C'est la capacité, ce qui est exactement en train de se passer avec ces groupes de travail, de faire ensemble et d'imaginer ensemble, parce que c'est notre imaginaire collectif qui créera le futur et pas l'imaginaire d'une seule personne. Donc il va falloir qu'on travaille beaucoup sur cette compétence à la coopération. Alors voilà, je vais vite finir là-dessus parce que sinon on va me tuer et tout le monde sera en train de dormir. Donc après, on s'est aussi intéressé, qu'est-ce que ça veut dire justement de vivre dans une condition, pour le coup, souterraine. Alors, parfaite, hein, nous on était à 10 degrés, 100% d'humidité pendant 40 jours, avec 15 personnes, ça s'est appelé Deep Time. Et donc on s'est mis dans une grotte, hors du temps. Alors il y avait deux buts à cette expérience. La première, c'est de comprendre le fonctionnement temporel dans le cerveau. Donc comment est-ce qu'un cerveau réajuste le temps quand il a perdu l'usage des impositions temporelles, donc les montres, le soleil et tout ça. Et puis il y avait la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer société dans un système souterrain où on a perdu tout ce qui fait nos vies collectives habituelles, et notamment la capacité de donner des rendez-vous et tout ça. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps. Enfin, on était dans une belle grande grotte avec plein d'espaces. Donc, on avait un grand espace de vie commune. On avait une lumière qu'on pouvait allumer ou éteindre comme on le voulait. On avait un espace scientifique à 700 mètres de là pour pouvoir faire nos travaux scientifiques au calme. On avait un autre espace à 700 mètres pour dormir. On avait tous une tente pour faire dodo. Et on avait un superbe espace de plusieurs dizaines de kilomètres à visiter pour pouvoir évoluer et marcher et découvrir un territoire. Et ça, j'en toucherai deux mots, mais ce n'est pas anodin. Et puis, cet espace de vie, on pouvait se réunir régulièrement et tout ça. Alors, qu'est-ce que ça... Alors, on faisait de la science, tout ça. C'est pas moi qui préparais le diapo. Alors, on faisait du vélo.
pour produire l'électricité, parce qu'on devait être autonome, donc on devait produire notre électricité, on faisait pousser des petites plantes, on a fait de l'ail, on a fait des carottes, on a fait des trucs comme ça. Bon, en 40 jours, je ne vous cache pas qu'on n'a pas beaucoup mangé ça. Hein. Mais étonnamment, et contrairement à ce que pensait le biologiste, on a réellement réussi à faire pousser de l'ail, à faire pousser des carottes et tout ça. Et si on était resté un peu plus longtemps, on aurait certainement pu les manger. À l'instant, par contre, on les a sorties de la condition, elles sont toutes mortes en moins d'une journée. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'un système vivant est capable de fonctionner dans une condition, mais si vous le changez brutalement de la condition, il n'y arrive plus. Donc, ce n'est pas forcément la condition initiale qui pose le problème, c'est le changement de condition. Et c'est exactement ce qui va nous arriver dans le futur avec ces pics climatiques qui vont changer très très vite. Et quand on regarde les plantes et à la vitesse où elles sont mortes, on se dit qu'il va falloir quand même qu'on fasse gaffe. Voilà, puis on faisait plein d'autres travaux, on devait faire des... Voilà. Donc, c'était vraiment... C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour s'amuser dans cette grotte, hein. On était là pour vivre, à savoir faire fonctionner un système, travailler. On avait l'équivalent de 7 heures par jour de travail, même si on ne savait pas l'horaire, mais on avait calculé ça comme ça. Et ça a été extrêmement intéressant de voir comment a pu se recréer la collectivité. Alors, je n'ai pas le temps de tout vous raconter ce soir, mais je pense que c'était une belle grotte quand même. Hein. C'est beau. Là, vous avez un petit humain quand même ici. Hein. Vous voyez l'ampleur de la grotte. Hein. C'est gigantesque. Donc, on ne s'est pas mis dans une petite cavité toute fermée et tout ça. C'était alors la grotte de Lombrive, en Ariège française, que je vous recommande de visiter. C'est absolument splendide. Une partie est visitable, pas tout, mais une partie est visitable. Ah oui, c'est plus tard. Alors, tout ça pour vous dire 3 choses. La première, c'est que, en tout cas, nous, on s'est bien amusé pendant 40 jours dans la grotte, ça a bien marché. Mais il y a une condition quand même, c'est que l'humain, pour vivre longtemps dans une condition différenciée, a besoin fondamentalement, et ça on l'a prouvé scientifiquement, d'émerveillement. D'émerveillement, c'est-à-dire que la capacité de trouver des choses à aimer. C'est fondamental dans le fonctionnement cognitif. Sans ça, il y a l'atrophie qui se génère dans le cerveau. Ça veut dire que quand on commence à parler de souterrain et d'investir des nouveaux territoires pour vivre dans des conditions plus chaudes, il va falloir réfléchir fondamentalement à la beauté, à l'univers qu'on offre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les projets étudiants qui ont été proposés là, parce que ce questionnement-là existe à cette manière de fonctionner et de réfléchir notre futur. Ce n'est pas seulement effectivement un corps qu'on maintient à une température, c'est un système social qu'on fait fonctionner dans une condition totalement nouvelle. Donc il faut réfléchir à l'ensemble de ces besoins humains dont l'espoir fait partie, dont l'émerveillement, dont l'envie font partie, le plaisir en fait partie, et le plaisir est même fondamental. Donc ça, il faut l'intégrer. C'est pour ça que moi j'avais choisi une grotte qui est très belle pour faire notre expérience, parce que je voulais que les humains qui n'avaient jamais vécu dans une grotte, hein, aucun d'entre nous, et à part moi, n'étaient allés dans une grotte préalablement, ils ont tout découvert, et je voulais qu'ils aient cette capacité à explorer, découvrir, ressentir, et ça a été vraiment le déterminant de l'expérience, dans la capacité que tout le monde avait de s'adapter à ce territoire, à tel point, alors je ne vais pas faire le détail, mais juste pour vous dire, on s'est tellement bien adapté que quand on est venu nous chercher à la fin pour dire qu'il faut sortir maintenant, personne ne voulait sortir, quoi. Non mais c'est vrai en plus, sauf une personne. Donc c'est intéressant, on voit, j'aurais pu vous mettre les images, on voit, donc on est filmé en permanence sur l'espace de vie, pas dans toute la grotte mais sur l'espace de vie, il y a des gens qui sont en train de jouer, on est là et tout, d'accord, on voit arriver des gens, et vous voyez la tête des gens, la tristesse qui s'inscrit sur leur visage, elle est extrêmement marquée, donc on voit bien que les gens étaient pas mal adaptés. La deuxième chose qui est importante, c'est le fait qu'on est resté 40 jours. Et je tiens à mettre un point d'attention sur cette idée qu'on va pouvoir créer des îlots de fraîcheur. Parce que ce qui est en train de se démontrer, et ça c'est pas nous, mais il y a plusieurs études là-dessus qui ont été faites aux États-Unis, en Australie et en Arabie Saoudite, notamment par Vanos, par Vecellio et d'autres, c'est que si vous avez chaud durant une journée et que vous vous mettez pendant une demi-heure au frais, vous allez avoir une sensation de fraîcheur qui est exactement l'opposé que ce que votre corps ressent. Et en fait, votre corps va être en choc thermique et vous allez utiliser beaucoup plus d'énergie lorsque vous allez ressortir de la condition froide que si vous n'y aviez pas été. Donc le paradoxe, c'est que cette idée qu'on va pouvoir rafraîchir pendant quelques minutes ou quelques demi-heures des gens dans une condition chaude est exactement le contraire de ce qui se passe. Et d'ailleurs, les pays les plus climatisés aujourd'hui sont les pays qui ont le plus de maladies liées à la thermorégulation et le plus de mortalité en raison des températures chaudes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas créer des îlots, il faudra sans doute investir les sous-sols parisiens, mais ça questionne quand même sur la manière dont on va le faire. Et notamment, on ferait une grave erreur en disant, c'est bon, si vous avez un espace où vous pouvez vous rafraîchir de temps en temps dans la journée et puis ressortir, ça ira bien. Ça, c'est faux. Il va falloir réfléchir à un investissement de ces lieux
sur du long terme, ou lorsqu'on aura ce que vous avez appelé le dôme de chaleur, c'est un terme que je trouve intéressant, il va falloir qu'on donne la capacité d'y être plusieurs heures, voire peut-être toute la journée, voire plusieurs jours de suite, et pas juste quelques instants comme ça. Donc c'est tout un aménagement du territoire qu'il va falloir réfléchir. Et effectivement, Paris, par rapport à plein d'autres villes, si je compare Paris et Marseille, par exemple, Marseille, les sous-sols, c'est quasiment zéro. Paris, c'est gigantesque. Je ne sais pas si vous avez calculé le sous-sol parisien, mais je pense qu'on peut y mettre pas loin de toute la population. Enfin, c'est gigantesque. Mais il va falloir y réfléchir, non pas juste pour dire ça va être des petits espaces où vous allez accepter que ce soit vraiment pas beau, pas sympa, mais vous y allez rester qu'une demi-heure. Non, ce n'est pas ça le sujet. Il va falloir faire en sorte d'y créer des espaces de vie, comme ça a été fait dans d'autres villes. Dernier point que je veux vraiment souligner, c'est que tout ça ne fonctionnera que si on crée de la coopération. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Et pour ça, effectivement, il faut éviter que les gens se retrouvent dans des chaleurs extrêmes. Il n'y a pas d'issue à notre système futur sans coopération et sans questionnement sur le temps. Ce sera ma conclusion, mais j'ai été trop long, je sais. Ah non, pas du tout. Mais je trouve important de le dire. Nous avons un problème aujourd'hui. C'est que le changement nécessaire demande une acceptation sociale, une acceptation cognitive. Pour qu'une acceptation cognitive existe, il faut que le cerveau ait le temps d'assimiler et de comprendre ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, le cerveau de la plupart des gens, dont je fais partie, dont nous faisons tous partie, est assailli de ce qu'on appelle des injonctions temporelles. Il faut savoir que chaque information qui rentre dans le cerveau, quelle qu'elle soit, la simple notification sur un portable, demande 3 secondes au cerveau pour la traiter. Vous avez tellement aujourd'hui d'informations, de publicités, de notifications, de réseaux sociaux, de mails et autres, que nos cerveaux sont sursaturés d'informations et n'ont pas ce temps, cet espace cognitif de réflexion pour imaginer ce qu'on demande de modification. Dans la grotte, si on était si triste de sortir à la fin, ce n'est pas parce qu'on a vécu dans une grotte, c'est parce que pendant 40 jours, on était coupé de ces injonctions temporelles et que soudainement, on a retrouvé une compétence, le mot qui était le plus prononcé dans la grotte, c'est le mot liberté. Les gens se sont sentis libres, non pas parce qu'ils étaient physiquement libres, mais parce qu'ils étaient cognitivement capables de retrouver une compétence imaginaire et de pensée, à tel point qu'on a vu et observé sur nos études scientifiques des redéveloppements des zones imaginaires et des zones d'émerveillement et d'émotion dans le cerveau qu'on a perdues dans nos vies de tous les jours. Donc la notion du temps, aujourd'hui, ce n'est pas juste gagner ou perdre du temps, c'est redonner à nos cerveaux une compétence cognitive en libérant de l'espace temporel pour imaginer ce futur. Et ça, c'est fondamental. Donc si vous avez une lutte à faire aujourd'hui dans la capacité d'adaptation future, c'est de faire interdire les publicités qui sont assaillantes à tous les niveaux de nos systèmes cognitifs et de faire interdire les notifications sur les téléphones portables. Et avant qu'on les interdise, vous avez tous le pouvoir de couper les notifications de vos téléphones portables. Il y a des études qui ont été faites là-dessus aux États-Unis et vous regagnez un temps hallucinant dans votre quotidien si vous coupez les notifications. Donc ça, c'est un petit sujet. Et je terminerai sur un point. On lance un grand projet d'études qui s'appelle Heat Adapt. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a très peu d'informations sur l'impact de la chaleur sur l'humain. Donc on lance un grand projet sur 3 ans. Sur plusieurs modes, on va étudier des travailleurs, on va étudier des systèmes extrêmes, on va étudier des gens qui vivent déjà à 36 degrés TW au Mexique, et on va faire un grand projet de citizen science qu'on aimerait lancer en France pour questionner vraiment toutes les personnes qui vont être soumises à la canicule, notamment cet été, pour essayer de comprendre comment chaque personne d'abord ressent, comprend et ressent, mais ensuite trouve à son échelle des mesures d'atténuation et qu'est-ce qui leur paraît efficace en termes ressentis et en termes ensuite objectifs. On veut vraiment travailler là-dessus. Malheureusement, et ce n'est pas pour dire que la France a du retard là-dessus, mais si quand même, la France a refusé de financer ce projet, donc on va devoir le financer par d'autres pays, mais on veut quand même le lancer en France. Donc voilà, sachez qu'à partir de mai, on va lancer un appel général à la population française et européenne pour participer à cette étude. Donc je compte sur vous pour le faire, parce qu'on aura besoin de milliers et de milliers de personnes qui y participent pour qu'on ait suffisamment de données pour vraiment se questionner sur que veut dire la chaleur aujourd'hui en France, comment les humains françaises et français la ressentent, comment on arrive à trouver des solutions d'atténuation et surtout comment les personnes, en fonction de leur pathologie initiale, font face à ces conditions-là. Aujourd'hui, on a besoin de ces informations parce que pour aider de manière juste, il va falloir aider de manière à avoir compris préalablement quels sont les impacts des uns et des autres sur la chaleur. Voilà, merci. L'appel est lancé. Merci. Désolé, c'était un peu long, mais... Merci. Merci infiniment, c'est passionnant et très questionnant, je trouve. En tout cas, on a déjà tous eu un petit conseil pratique là, à mettre en œuvre, assez efficace et assez rapide.
Alors, cette grande étude que vous lancez, ça m'évoque un sujet qu'on avait évoqué ensemble quand on a échangé pour préparer la rencontre sur la question du seuil. En fait, on parle de créer des îlots de fraîcheur, d'y mettre à l'abri des personnes sensibles. Alors d'abord, comment on définit qui sont ces personnes sensibles? Est-ce qu'on a des moyens de le savoir? Et peut-être cette étude va nous aider à le définir. Et puis aussi, quand est-ce qu'on sait qu'on déclenche le plan et qu'on active les îlots de fraîcheur et qu'on descend dans les sous-sols qu'on a pensé aménager pour être source d'émerveillement? Enfin, voilà. Quels sont ces éléments de... Et j'ai 2 minutes. Ouais, c'est le sujet actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes études sur la chaleur, elles commencent seulement en 2008-2010. Donc on est vraiment très en retard aujourd'hui sur ces données-là. Le 98%, enfin non, le 99% des données qu'on a sont des données soit de laboratoire nécessaires, hein, mais insuffisantes, ou de modélisation, là encore nécessaires, mais qui ne donnent pas tout. Et malheureusement, et heureusement aussi, je dis malheureusement, mais je rigole, hein, évidemment, c'est absolument nécessaire. La science demande évidemment qu'on ne met jamais en danger un sujet. Donc en fait, les études sur la grande chaleur, c'est des gens qui se sont mis dans une chambre climatique et on monte la température. Gentiment, quoi. Et à un moment donné, le corps arrête de thermoréguler. Et dès le moment où le corps arrête de thermoréguler, on arrête l'expérience parce qu'on dit le corps est en défaillance et on met la personne en danger. Donc on dit, à partir du moment où le corps arrête de thermoréguler, c'est le seuil à laquelle on est en danger. Ce qui est juste. Mais le problème, c'est qu'on ne laisse pas le temps de voir s'il y a des adaptations ensuite qui vont se mettre en place qui permettraient et c'est ce que nous, on arrive à voir dans nos études, c'est que oui, quand on reste longtemps dans une condition, il y a quand même une adaptation qui se crée qu'on n'a pas encore très bien compris, il faut le dire. Et c'est ça qu'on va essayer de chercher maintenant. Il faut qu'on essaie de comprendre ce que veut dire vivre à des températures où il va falloir mettre en place des ajustements, des adaptations, mais plutôt d'ailleurs des acclimatations, parce qu'en fait, on ne va pas vraiment adapter notre corps à la chaleur, il n'y a pas de miracle. Votre corps, on ne va pas changer nos systèmes de reins, de rate, de poumons, ça ne va pas évoluer, enfin, il faudra du temps. Par contre, on peut modifier légèrement des choses en épigénétique. On voit qu'aussi le microbiote a beaucoup d'influence, donc la manière dont on va manger, la manière dont on va maintenir son microbiote va être fondamentale. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on questionne et on n'a pas assez de réponses. C'est pour ça qu'on continue de faire des études. Sur les seuils, aujourd'hui le seuil le plus connu c'est 35 degrés TW, c'est celui qui a été déterminé comme mortel pour l'humain à 6 heures, donc si on reste 6 heures dans ces conditions. Là encore évidemment, ce sont des seuils moyens. Ça veut dire qu'il y a des gens à 29 degrés, ils vont être en défaillance totale, et des gens peut-être à 40 degrés ne seront pas en défaillance. Et ce qu'on est en train de constater, c'est à la fois malheureux, à la fois heureux, c'est que c'est très humain dépendant. C'est-à-dire que chaque personne, dans sa perspective, dans son passé, dans sa capacité, dans malheureusement ses maladies et autres, a une légère différence de capacité à la thermorégulation. Donc malheureusement, on aura du mal à dire... C'est tout le monde pareil, mais il faut bien créer des moyennes. Donc on va essayer de le faire, on va essayer de donner des seuils un peu plus précis, avec quand même 2 choses qui sont importantes. Le seuil qui est donné en Suède, en Australie ou en France ne peut pas être le même, parce que nous n'avons pas la même histoire de la chaleur, y compris épigénétiquement parlant. Vous avez des personnes en Australie, au Mexique ou autres, qui vivent dans la chaleur depuis des générations. Alors, sans avoir encore une fois modifié leur système, leur structure corporelle, ils ont modifié légèrement leur épigénétique, donc ils ont une compétence légèrement différente de nous. Ils ont aussi des organisations sociales et des organisations citadines qui ont déjà été mises en place. Si on parle de l'Iran, vous allez à Yazd, tout est construit pour résister à la température très élevée. C'est fait pour. Donc, ça veut dire que si on met la même température de seuil en Iran à Yazd que chez nous à Paris, ça ne marchera pas. Donc, on doit être beaucoup plus spécifique, précis, régionaliste. Et à un moment donné aussi, il va falloir que chacun apprenne. Et moi, je recommande que l'école, comme au Japon, on apprend à l'école à faire face aux situations sismiques, notre école va devoir nous apprendre à faire face aux des conditions de chaleur différenciées et que chacune et chacun soit capable, par rapport à lui et à son niveau et sa compétence, de mettre en place les mesures qui le concernent. Alors maintenant, il y a quand même des généralités. Avant 2 ans, un enfant ne ressent pas la soif. Donc s'il fait chaud et que vous ne l'abreuvez pas, ça ne marche pas. En général, les capteurs aussi nécessaires à la soif disparaissent avec l'âge, donc à partir de 75, 78 ans, même des fois avant pour certaines personnes. Là encore, on arrête de sentir la soif, donc il faut aider ces personnes à boire. Ça revient sur ce qui a été dit dans la charte, il faut absolument qu'il y ait un droit et même une obligation à aider
l'autre, la personne fragile. Toutes les personnes qui ont des pathologies qui ont été liées à des défaillances évidemment rénales, des défaillances pulmonaires et autres sont plus sensibles à la chaleur et ainsi de suite. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça. Mais je dirais, on peut en faire une liste à l'après-vert. L'essentiel, ça va être d'abord de finir les études, donc il faut en faire plus. 2, d'informer beaucoup mieux. Et comme l'information orale ne sert à rien, il faut quand même le dire, c'est l'information sensorielle qui compte, il va falloir se servir de chaque moment où on a des petites canicules pour amener les gens à comprendre beaucoup mieux. C'est un gros travail qu'on a à faire, mais je crois qu'il a commencé. Paris le fait beaucoup, vous le faites, et à contrario, vous prenez Marseille, ils ne savent même pas qu'il fait chaud, quoi. Donc voilà, il va falloir qu'on bosse un peu sur tout ça. Merci. Et alors j'ai une autre question, et après promis je vous laisse le micro, mais je profite comme je l'ai pour poser mes questions. La question du temps. Donc dans cette grotte là, vous n'aviez pas de montre, vous étiez un peu coupé des rythmes habituels de notre société. C'est un sujet qui est revenu souvent dans les propositions, là, dans les imaginaires. D'ailleurs, c'est aussi dans le texte d'inspiration, dans l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, l'idée d'adapter les temps de notre société. Il y a même une étudiante dans un projet qui a imaginé qu'on réinversait complètement les temps. Pendant les périodes caniculaires, on se mettait à vivre la nuit, à dormir le jour. Voilà, qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus? Non mais c'est super, je trouve que c'est super d'avoir toutes ces idées. Alors, inverser complètement, ça ne marche pas, pour une simple raison, c'est que plus il fait chaud, moins bien vous dormez. Or, si vous dormez mal, vous ne vous reposez pas. Si vous ne vous reposez pas, vous êtes encore moins capable de lutter à une condition de chaleur. Donc, en fait, il faut garder des temps où il fait assez frais pour bien se reposer. Moi, par exemple, en Iran, tout le monde m'a dit « Mais pourquoi tu ne marches pas la nuit et tu dors le jour ?» Mais le jour, c'était... Bon, on fait des études sur le sommeil et tout ça. Jamais je ne m'endors, en fait, pendant la journée. C'est impossible. Je m'arrête de marcher à 9h du matin jusqu'à 17h parce qu'on dépasse 50 degrés, je ne peux plus bouger. Je suis couché par terre. Je n'arrive même pas à lire une ligne d'un livre, tellement la chaleur impacte mon cerveau et il est incapable de dormir. Donc, en fait, non, on ne peut pas complètement inverser. En revanche, oui, je milite et je pense qu'on va devoir faire passer des lois, non plus sur les lois de travail, effectivement, pour que les postes soient pris sans doute à des horaires différents. Il faut réaccepter que l'après-midi, quand il fait 45 degrés, on ne va pas mettre des gens à aller travailler sur un bâtiment, quoi. C'est quand même assez logique. Alors ça se fait déjà un peu, mais pas assez. Donc oui, il va falloir faire travailler nos horaires. Moi, je pense qu'il faut supprimer l'horaire été-hiver. Par contre, il va falloir mettre horaire chaud-froid. Donc effectivement, à un moment donné, il faut dire, on commence peut-être à travailler à 4h du matin ou à 2h du matin. Mais par contre, on garde quand même des périodes de nuit suffisantes. Tout ça, ça va devoir être réfléchi. On commence à travailler avec des entreprises et on commence à mener des études sur des entreprises assez poussées pour se questionner justement dans le monde du travail, comment on va pouvoir faire face à la chaleur. Mais la réalité, il faut quand même le dire, aujourd'hui, toutes ces questions-là n'ont pas de réponse parfaite. Moi, je faisais partie des gens qui pensaient que les îlots de fraîcheur étaient une bonne idée. Je le défendais. Puis quand on voit malheureusement les chiffres qui arrivent de nos propres études et des autres études des autres, on dit mince, en fait, ça ne marche pas. Et ce serait une erreur. Donc ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup d'humilité aujourd'hui face à cette notion de la chaleur. Il faut faire attention à ce qu'on entend sur les grands chiffres que les gens assènent, c'est comme ça et on sait que ça marchera comme ça. On ne sait pas vraiment, d'ailleurs même sur les modèles climatiques, ils sont vrais mais il y a quand même beaucoup de choses encore qui vont évoluer. On va avoir des surprises, ça va aller plus vite que prévu, il y aura des pics plus importants que prévu. Tout ça, il faut être beaucoup d'humilité et il faut qu'on travaille aujourd'hui. Il faut qu'on travaille pour étudier, il faut qu'on travaille pour comprendre, puis il faut qu'on travaille pour faire des propositions concrètes et pour les construire. Parce que si on attend 2045 pour construire les solutions de 2050, ce sera trop tard, tout le monde le sait. Donc on a beaucoup de travail, mais je trouve aussi que c'est ultra positif parce que justement on a ce travail. Justement on sait qu'on peut améliorer, on sait qu'on a des pistes, on sait qu'on a des moyens de réfléchir. On est collectivement fabuleux, je veux dire, l'humain il détruit, c'est vrai, mais il est créatif possible. Donc on a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Moi je vois partout dans le monde, mais vraiment partout dans le monde, des gens qui s'emparent de ces problèmes. Et c'est maintenant qu'il faut mettre les moyens financiers, les moyens humains, les envies, et vraiment... vous êtes là, c'est que vous vous posez cette bonne question, mais le pire qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de dire aux gens, c'est foutu, l'avenir est déjà trop tard, si on n'a pas tout changé, on n'y arrivera pas, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'espoir que ce qu'on va faire aujourd'hui, l'effort de changement qu'on va faire aujourd'hui, sera utile pour que demain existe. Et cette utilité-là, elle est là. Et vraiment, si on s'y met, ça marchera, quoi. Merci beaucoup pour ces mots d'espoir.